à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous sommes le lundi 19 avril 2021, je suis Sarah Menei, vous écoutez Flash Foot sur Free Ligue 1 Uber Eats. Ça y est, ils l'ont fait. Emmenés par les surpuissants présidents du Real Madrid et de la Juventus, Florentino Pérez et Andrea Agnelli, 12 clubs viennent d'annoncer la création de la Super Ligue européenne. Le Real Madrid, le FC Barcelone, l'Atlético de Madrid, la Juventus, donc l'AC Milan, l'Inter Milan, Liverpool, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Tottenham et Arsenal. Certains les appellent déjà les 12 salopards. Ce sont eux, les clubs fondateurs de cette Super Ligue européenne. 3 autres clubs seront invités à se joindre à eux dans cette compétition dont le but est qu'elle soit, pour les clubs en question, très intéressante financièrement au détriment de l'UEFA qui, selon eux, prend trop d'argent sur la Ligue des Champions. Vous remarquerez quand même que parmi les clubs fondateurs de cette ligue fermée, Arsenal, Tottenham ou l'Atlético de Madrid sont aujourd'hui des clubs qui ont certes un grand pouvoir financier, mais qui n'ont finalement jamais rien gagné sur la scène européenne. Ça faisait quelque temps déjà que le football européen prenait un mauvais virage. Ces clubs-là l'ont officialisé. C'est aujourd'hui le football de quelques-uns contre celui des autres. Le sport le plus populaire du monde est pris en otage par le club des riches, au mépris de leurs supporters et de ceux qui les font vivre, au mépris des joueurs aussi qui, comme bien souvent, n'ont pas leur mot à dire. Alors serait-ce la fin de la compétition qui nous a fait tant rêver et tant d'enfants ? Les étoiles, la musique, bien sûr. Mais aussi donc la fin des épopées folles, des aventures de l'Ajax Amsterdam, de l'Atalanta Bergame, et avant eux, ceux du Steaua Bucarest, de l'Étoile Rouge de Belgrade. Tout ça pourquoi ? Pour l'argent, évidemment, le nerf de la guerre. Les revenus pour les clubs engagés en Super League devraient dépasser les 10 milliards d'euros sur la période d'engagement des clubs. Alors concernant les clubs anglais et concernés, les supporters montent quand même au créneau. À Tottenham, ils parlent aujourd'hui de trahison, de décisions cupides pour remplir les poches de ceux qui sont au sommet. Les fans d'Arsenal décrivent eux ce projet comme la mort du club en tant qu'institution sportive. À Chelsea aussi, les supporters se sentent trahis. En Espagne, les socios du Real Madrid et du FC Barcelone devront voter avant de valider quoi que ce soit. Et si c'était pas ça, finalement, la solution du futur, la solution à l'avenir, pour lutter contre le grand capital, avoir plus de supporters actionnaires dans nos clubs européens, plus d'écuries dans lesquelles la fanbase aurait son mot à dire, les socios, ce système d'actionnariat participatif très développé en Amérique du Sud, un peu au Portugal et donc en Espagne, avec entre autres les deux gros que sont le Real et le Barça, et dans lequel les socios ont leur mot à dire, c'est peut-être ça, finalement, l'avenir pour que les supporters ne soient plus pris en otage par leur club. Alors au sein même des clubs européens, des grosses écuries, certains ont dit non quand même. Le Paris Saint-Germain s'est grandi en étant avec le Bayern Munich par exemple, l'un de ceux qui pour l'instant ont refusé de participer à ce projet de Super League. Aujourd'hui, le BVB, le RB Leipzig, Porto notamment, se sont aussi rajoutés à la liste des dissidents. Il faudra que le front s'élargisse pour que chacun ait encore le droit de rêver, et c'est ce que la Ligue des Champions nous permettait de faire. Les joueurs aussi ont pris la parole, Mesut Özil, Ander Herrera, Bakary Sagna notamment se sont exprimés sur leurs réseaux sociaux pour dénoncer ce projet. Alors pendant ce temps-là, en dépit de la menace de cette Super League fermée, le comité exécutif de l'UEFA a validé ce lundi matin la nouvelle formule de la Ligue des Champions à partir de 2024. Il y aura 36 clubs au départ au lieu de 32 aujourd'hui, des équipes réparties dans 4 chapeaux de 9 équipes amenées à disputer une sorte de mini-championnat. La France aura 3 places assurées, la revendication de la Ligue 1 depuis longtemps maintenant, tandis que le vainqueur de la Ligue des Champions et celui de la Ligue Europa de la saison précédente seront automatiquement qualifiés pour la compétition. Au-delà de ça, la réponse de l'UEFA hier a été cinglante. L'instance a contre-attaqué, évidemment, contre la Super League et elle a promis des sanctions. L'UEFA a menacé d'exclure les 12 équipes de toutes les compétitions européennes. Exit donc la Ligue des Champions, la Ligue Europa, mais pas seulement. Les fédérations nationales et les ligues domestiques restent pour l'instant fidèles à l'UEFA. Les clubs impliqués pourraient par exemple être exclus des championnats nationaux. Pas de Première Ligue pour les deux Manchester, pas de Première Ligue pour Chelsea, pour Tottenham, pas de Serie A pour les deux Milan, etc. Autres sanctions envisagées par l'UEFA, les joueurs engagés en Super League avec leur club pourraient aussi être privés de sélection nationale. Par exemple, pas d'Euro ou de Coupe du Monde pour Antoine Griezmann, pour Raphaël Varane ou pour Ferland Mendy, entre autres. Entre l'UEFA et les 12 frondeurs, la guerre est déclarée.
Allez, retour à notre chère Ligue 1. Tout de suite, on fait le point sur les rencontres du week-end et tout ce qu'il ne fallait pas manquer de la 33e journée de championnat. Vendredi soir, en ouverture de la 33e journée, le leader du championnat, Lille, recevait à Pierre-Mauroy une équipe de Montpellier qui rêve d'accrocher le wagon des places européennes en fin de saison. La rencontre démarrait sur un rythme assez élevé. Dès la 3e minute de jeu, sur coup franc, TJ Savanier poussait Mike Maignan à la parade. Un quart d'heure plus tard, à la conclusion d'une belle action collective, Andy Delors reprenait parfaitement une offrande de Gaëtan Laborde d'une tête plongeante à bout portant pour ouvrir le score. 12e but de Delors cette saison en championnat et donc à la 20e minute, Montpellier menait déjà 1-0. Au retour des vestiaires, c'est bien Lille qui avait encore le pied sur le ballon mais ne réglait pas vraiment ses soucis dans la finition. Il faut dire aussi que le gardien suisse du MHSC, Jonas Omlin, a multiplié les arrêts. D'ailleurs, une stat, Omlin a réussi 8 arrêts face au LOSC, le plus haut total de sa carrière dans un match en Ligue 1. Finalement, à la réception d'un centre fuyant au second poteau de Celik, Luis Araujo, rentré quelques minutes plus tôt, réalisait un très bel enchaînement dans la surface et d'une volée du gauche parvenait à tromper la vigilance du gardien montpelliérain. Un partout, le score en restait là. Le leader du championnat paye son manque de réalisme et laisse échapper 2 points précieux dans la course au titre face à Montpellier. À l'issue de cette 33e journée, effectivement, le LOSC reste leader mais voit le PSG revenir à 1 point. Les Dogs, qui restaient sur 2 victoires consécutives, enchaînent mine de rien un 2e match de rang sans victoire à domicile. De son côté, Montpellier, 8e au classement aujourd'hui, aligne un 3e match nul consécutif et accuse 6 longueurs de retard sur la 5e place européenne. La mauvaise nouvelle du week-end en plus pour les Montpelliérains, c'est quand même la sortie de Pedro Mendes peu avant l'heure de jeu, sérieusement touché au genou. Le défenseur montpelliérain est sorti sur civière en larmes. Eh bien, on a appris hier que le Portugais souffrait d'une rupture des ligaments croisés du genou gauche et que sa saison était bel et bien terminée. On lui souhaite évidemment un bon rétablissement. La 33e journée se poursuivait samedi midi avec un match à Raymond-Kopa entre Angers et Rennes. Sur une série de 4 matchs sans succès en championnat, le SCO, à la peine à domicile, devait réagir pour basculer dans la première partie de tableau. Les Rennais, de leur côté, invaincus depuis 4 rencontres, pouvaient enchaîner pour doubler Marseille. Alors longtemps dominateur sans avoir pourtant beaucoup d'occasions franches, le Stade Rennais a fini par ouvrir le score dans le temps additionnel de la première période grâce au 2e but du Belge Jérémy Doku en Ligue 1. Cruel pour le SCO qui avait cru marquer quelques instants plus tôt avant que finalement le but soit refusé à Stéphane Bauken pour une faute sur le gardien rennais. À l'heure de jeu, Martin Terrier a conclu une belle action rennaise, puis finalement en fin de rencontre, c'est son remplaçant, c'est Roux Guirassi qui s'est chargé de plier l'affaire d'une frappe croisée du gauche. 4e but d'ailleurs de Guirassi sur les 4 derniers matchs rennais. Score final 3-0 pour Rennes. Le Stade Rennais réalise une belle opération. Au classement, le club breton revient à 2 points seulement de la 5e place lensoise. Avec 3 buts inscrits, 0 encaissés, les Rennais soignent en plus la différence de but et mettent donc un peu plus la pression sur l'OM qui est à 1 point aujourd'hui. Le SCO de son côté reste 11e à l'issue de cette 33e journée. Un peu plus tard, dans l'après-midi, dépassé provisoirement au classement par les Rennais, l'OM donc devait absolument l'emporter face à Lorient pour rester dans la course à l'Europe. C'est Lorient d'ailleurs qui ouvrait le score sur sa première opportunité du match. En contre, Wissa s'infiltrait dans la défense marseillaise et lançait Terem Moffi qui crochetait Mandanda pour marquer dès la 19e minute de jeu. En seconde période, juste avant l'heure de jeu, l'OM égalisait. Arek Milik remisait de la tête pour Dimitri Payet, dont la volée ne laissait aucune chance à Mathieu Dreyer. 3 minutes plus tard, Marseille prenait l'avantage par Paul Lirola, mais un quart d'heure plus tard, Wissa, encore à la baguette, alertait encore une fois Moffi, qui seul face à Mandanda ne tremblait pas. Finalement, le but de la victoire marseillaise était signé Paul Lirola dans le temps additionnel. Avec son doublé, le latéral prêté par la Fiorentina permet à Marseille de s'imposer 3-2 et de monter à la 6e place du classement à 1 point de Lens. Avec cette victoire, Jorge Sampaoli devient le premier entraîneur marseillais à remporter ses 4 premières rencontres à domicile depuis 30 ans. De son côté, Lorient reste 17e au classement et va devoir jusqu'au bout se battre pour le maintien. Hier, en début d'après-midi, c'était pour les Parisiens un match idéal pour rattraper leur retard sur le LOSC après le match nul des Dogs face à Montpellier. Sur la pelouse du Parc des Princes, où les Parisiens étaient sur une série de 3 défaites, les hommes de Mauricio Pochettino ont souffert face à l'AS Saint-Etienne. Ce sont d'ailleurs les Verts qui ont ouvert le score par l'intermédiaire de Denis Bouanga à la 77e. À partir de là, la rencontre s'est un peu emballée. L'ouverture du score des Stéphanois a réveillé les Parisiens et a réveillé notamment Kylian Mbappé, qui a décidé d'accélérer et qui a égalisé pour les Parisiens dans la foulée. À quelques minutes
minutes de la fin seulement, Mbappé s'offrait même un doublé avec un deuxième but sur penalty. Romain Mouma égalisait dans le temps additionnel, mais les Parisiens ne tremblaient pas avec un troisième et dernier but signé Mauro Icardi au bout du temps additionnel. Victoire parisienne donc 3-2 et on écoute la réaction de Kylian Mbappé après la rencontre. On s'est mis un peu dans les problèmes. Voilà, quand on mène 2-1 comme ça, on doit garder le score. Mais après, on n'a pas lâché, on avait envie de gagner parce que le championnat, c'est extrêmement important pour nous. C'est un objectif primordial. Ce serait le 10e du club, donc nous, on veut participer à l'histoire du club. On veut gagner, on est des compétiteurs. Les gens, ils pensent que c'est facile de gagner. Cette année, ça tombe bien, il y a une course au titre, ça montre que c'est pas facile, ce qu'on a fait les dernières années, mais on veut continuer à le faire. Donc, il n'y a pas de secret, il faut se donner à fond et gagner tous les matchs. Voilà, dans la douleur, 3 points très importants qui permettent à Paris de revenir à 1 point du LOSC. La SSE aujourd'hui est 13e au classement et Claude Puel était assez déçu en conférence de presse. Ça s'est joué sur des petits détails, je ne sais plus si c'est le premier ou le deuxième. Il y a une faute Mbappé sur Camara, je crois, qui est pas sifflée. On n'est pas replacé et puis ça amène le but. Donc voilà, ça s'est joué vraiment sur des petites choses à la fin, sur des petits détails qui nous auraient été contraires. Ça c'est évident. Voilà, bon, c'est un peu le regretter. Bon, il y a beaucoup de regrets et de frustration après un tel match, vu le développement du match et vu le score à la fin. Et ça fait mal de le perdre dans les arrêts de jeu, mais encore une fois, il faut en tirer les conséquences et puis les bonnes choses et avancer, et ça sera le plus important. Hier après-midi à Francis Leblay, c'est Brest qui recevait le RC Lens. Candidat à l'Europe, les Lensois retrouvaient l'une des belles surprises du début de saison. Lens voulait reprendre le large sur ses poursuivants et Brest, de son côté, sur une mauvaise dynamique ces dernières semaines, voulait lui aussi reprendre un peu d'air, mais dans la course vers le maintien. La rencontre débutait mal pour l'équipe d'Olivier Dalloglio puisque Romain Philippotto se blessait dès les premiers instants du match. Lens se procurait d'ailleurs quelques occasions, mais finalement, sur corner, c'est Gianlucas qui ouvrait le score pour Brest. Plus réaliste, les Brestois menaient donc à la pause. La seconde période devenait un peu folle. À 20 minutes du terme, les Lensois obtenaient un pénalty grâce à Ignatius Ganago. Pénalty que Gaël Kakuta s'est chargé de transformer. Une fin de match sous tension. La rencontre s'est terminée sur une pluie de cartons rouges. L'arbitre de la rencontre, M. Karim Abed, s'est un peu lâché. Si Steven Fortes a été exclu dans le jeu suite à un deuxième carton jaune, le Brestois Gianlucas et le Lensois Simon Banza ont été eux exclus après une altercation consécutive à un tacle du premier qui venait d'être averti. Le coach lensois Franck Heise a lui aussi été exclu, et ce de façon beaucoup plus incompréhensible. Finalement, Lens terminait la rencontre à 9 et Brest finissait à 10. Score final donc 1-1, un match nul qui n'arrange personne. À l'issue de cette 33e journée, les Lensois, invaincus depuis 12 matchs, restent 5e avec un point d'avance sur Marseille, et Brest n'est toujours pas sauvé. Les hommes d'Olivier Dalloglio sont 15e aujourd'hui au classement avec 6 points d'avance sur la zone rouge. À l'heure où chaque point compte, les Brestois iront à Saint-Étienne samedi prochain. En parlant de maintien, justement, à la même heure se jouait un match crucial pour le maintien, un duel entre Nîmes, 18e, et Strasbourg, 15e. Une rencontre finalement assez fermée, pas grand-chose en première période. Au retour des vestiaires, les choses se compliquaient quand même pour le Racing avec l'exclusion de Frédéric Guilbert et un pénalty obtenu quelques minutes plus tard par Zinedine Ferrat, pénalty que Renaud Ripard s'est chargé de transformer. Pourtant, Strasbourg, réduit à 10, poussé. Entré en fin de rencontre, le jeune Moïse Saï obtenait un pénalty à 10 minutes du terme. Si Dimitri Liénard butait sur Baptiste René, il avait bien suivi l'action pour égaliser. Le score en restait là, 1-1 entre les deux équipes. Avec ce match nul, Strasbourg s'en sort plutôt bien et se retrouve 14e avec 6 points d'avance sur Nîmes, qui de son côté reste 18e, barragiste, et qui peut quand même nourrir quelques regrets. À la même heure, match sans enjeu entre le Stade de Reims et le FC Metz, deux équipes qui ont suffisamment de points pour se maintenir mais qui sont trop loin aujourd'hui des places européennes pour espérer quoi que ce soit. Reims a globalement dominé cette rencontre et a surtout buté sur un très bon Alexander Oukidja. Score final 0-0, les deux équipes se sont quittées dos à dos. Reims aujourd'hui se retrouve 11e au classement tandis que Metz grimpe à la 9e place.
Une victoire pour l'honneur. Lanterne rouge du championnat, les Dijonais pouvaient être officiellement relégués ce week-end en cas de défaite contre l'OGC Nice. Un début de rencontre sans grand rythme, mais les choses se sont accélérées en seconde période. Sur la gauche, devant la surface niçoise, Roger Assalé déclenchait un tir qui a été contré par Jordan Lotomba. Vigilant sur la droite, Fouad Chafik reprenait le ballon et l'envoyait sous la barre transversale de Walter Benitez. La solidarité dijonnaise était récompensée par une main ensuite de William Saliba dans sa surface et donc un penalty que Yacine Benzia s'est chargé de transformer pour les Dijonais. Score final 2-0 pour les hommes de David Linares qui s'offrent un sursis et remportent leur 3e victoire de la saison. Nice, de son côté, a chuté à la 10e place au classement à l'issue de cette 33e journée. C'est toujours très serré en haut du classement après le nul du LOSC et la victoire du Paris Saint-Germain juste avant le déplacement de Lyon à Nantes. L'AS Monaco jouait hier après-midi un match très important face aux Girondins de Bordeaux au Matmut Atlantique. Sur une série de 3 victoires en championnat, les joueurs de Niko Kovac devaient enchaîner pour rester à 1 point du club de la capitale et surtout revenir à 2 points des Dogs. De leur côté, les Bordelais prenaient l'union sacrée cette semaine. Ils restaient sur 3 défaites consécutives, mais surtout sur 11 défaites lors des 12 derniers matchs. Les Bordelais voulaient réagir et se donner un peu d'air, la zone rouge n'étant plus qu'à 5 points maintenant des Bordelais. Côté Girondin, on avait un Hatem Ben Arfa titulaire au coup d'envoi hier après-midi et à Monaco, on soulignait le retour de Kevin Volland. Gros rythme d'entrée dans ce match et début compliqué pour Bordeaux qui allait craquer à la demi-heure de jeu. C'est Volland justement qui ouvrait le score pour les Monégasques d'une frappe enroulée. Monaco menait 1-0 à la pause. Au retour des vestiaires 2 minutes après la reprise, l'équipe de Niko Kovac faisait le break. Lancé dans la profondeur, Gelson Martins marquait du pied droit. Un but important sur le plan perso pour Martins vu qu'il avait été absent en plusieurs semaines à cause d'une opération du genou. Le Portugais a inscrit donc son premier but depuis le 29 novembre dernier. À un quart d'heure du terme, Nicolas Depréville trouvait malheureusement le poteau et dans la foulée, le jeune Tom Lacou, titulaire hier après-midi, était exclu suite à un 2e avertissement. À 10-11, les Bordelais poussaient en fin de rencontre mais ne sont pas parvenus à revenir. Pire, en toute fin de match, les Monégasques marquaient même un 3e but grâce à une tête de Jovetic. Score final 3-0 pour Monaco qui conforte sa 3e place. C'est toujours aussi difficile en revanche pour Bordeaux qui reste 16e à l'issue du week-end. Pour couronner l'après-midi cauchemardesque, la sortie sur blessure de Laurent Koscielny. On écoute d'ailleurs la réaction de Paul Weiss à la fin de la rencontre. Bien sûr qu'on a vu du mieux, mais c'est pas parce qu'on s'est parlé, qu'on sait des choses que d'un coup tout redevient magique. Il faut continuer, il faut persévérer, il faut continuer à bien bosser, il faut avoir trouvé la confiance en nous, en confiance en ce groupe, et puis ça va le faire, mais il faut pas lâcher, il faut persévérer. Et on va prendre du positif, bien récupérer, et puis continuer à bosser. Il n'y a pas de secret, on va se réfugier dans le travail et on va pas lâcher, c'est pas maintenant qu'on va lâcher. La semaine prochaine, les Bordelais ont un déplacement très important qui les attend à Lorient. Enfin, en clôture de cette 33e journée, hier soir à la Beaujoire, c'est Nantes qui recevait l'Olympique Lyonnais, un prétendant au titre qui affrontait une équipe en lutte pour le maintien. Les hommes de Rudy Garcia devaient s'imposer pour suivre le rythme de Paris et de Monaco, qui, je vous le disais, étaient vainqueurs tous les deux un peu plus tôt dans la journée, alors que les joueurs d'Antoine Camboiré, de leur côté, pouvaient profiter des faux pas de Lorient et de Nîmes. En première période, les Lyonnais frappaient d'entrée avec un but dès la 5e minute de jeu, signé Memphis Depay. Le Néerlandais s'offrait même un doublé avant la mi-temps en transformant un penalty obtenu par Karl Toko Ekambi à la 35e minute de jeu. En seconde période, Nantes allait mieux et s'offrait même à l'heure de jeu le but de l'espoir grâce à son capitaine Nicolas Pallois. Mais ça n'a pas suffi. Score final 2-1 pour Lyon. Une victoire importante pour l'OL qui reste accroché au wagon de tête. Les Gaunes reviennent à 3 points de Lille, le leader, et peuvent continuer de croire en un possible titre de champion de France ou en tout cas continuer de croire au podium. On écoute l'entraîneur lyonnais Rudy Garcia après la rencontre. Je crois que c'est assez inédit d'avoir autant de points après 33 journées et de ne pas être sur le podium, mais voilà, c'est comme ça. Je trouve que, je l'ai dit, ce championnat est passionnant, excitant. C'est bien dommage qu'on n'ait pas du monde dans les tribunes. Je ne sais pas si on en aura avant la fin de la saison, mais c'est l'un des grands championnats européens à regarder en ce moment. On va faire un peu de publicité pour notre Ligue 1. Dans les prochaines semaines, l'OL reçoit Lille et va à Monaco, de matchs très importants. Les Gaunes ont donc leur destin entre leurs mains. Quant aux Canaries, cette défaite les plonge un peu plus dans la crise. 19e, les Nantais restent à 4 points de Lorient, le premier non relégable, et à 3 longueurs de Nîmes, le barragiste. Allez, tout de suite, on vous partage notre coup de cœur de la semaine dans Flash Foot. Tu le sais, je te l'ai dit dans la colline. Mais j'adore. Je t'aime d'une façon que c'est pas possible de le dire. Et tout le temps je te vois, tout le temps je te parle.
Le coup de cœur cette semaine, il est pour John Lucas, devenu le patron du milieu brestois en raison des absences d'Aris Belkebla suspendu et de Paul Hahn blessé. Le Brésilien a marqué ce week-end le seul but de son équipe, son premier but de la saison sur corner direct, mais il a aussi été exclu en fin de match. Agressif à la récupération, il a bien orienté le jeu brestois, John Lucas, et il a, comme souvent, eu très peu de déchets dans son jeu. Alors pourquoi c'est notre coup de cœur? Pour toutes ces raisons, et parce que déjà pour Brest, il fallait saisir l'opportunité fin décembre de récupérer en prêt pour 6 mois le jeune Brésilien de l'Olympique Lyonnais. Ils l'ont fait, un peu à la surprise générale, et pour l'instant, le pari des dirigeants bretons est réussi et le mariage avec John Lucas fonctionne plutôt bien. Barré par la concurrence à Lyon, le joueur de 22 ans poursuit donc sa progression en Bretagne. Régulièrement aligné par Olivier Dalloglio depuis son arrivée, John Lucas a gratté déjà plus de 600 minutes de jeu, 7 titularisations en 11 matchs. Il a petit à petit réussi à gagner sa place au sein d'un milieu de terrain brestois qui marchait pourtant bien sans lui, mais il a apporté évidemment sa patte en plus, ses qualités techniques évidentes, un apport intéressant qui pourrait se poursuivre si Brest arrivait à prolonger son prêt cet été. Exclu, je le disais, de façon assez incompréhensible en fin de rencontre face à Lens ce week-end, sachez que Brest compte faire appel concernant donc le carton rouge de son milieu de terrain. Pour l'instant, l'ancien Lyonnais, si on en restait là, raterait le déplacement à Saint-Etienne de samedi prochain. Merci à tous d'avoir été avec nous, c'était Sarah Menei. Vous écoutiez Flash Foot sur Free Ligue 1 Uber Eats, on se retrouve demain.